faites partie de ceux qui jugent souvent les gens par l'apparence, eh bien, je vous invite à réfléchir par deux fois avant de le faire. Pourquoi? Eh bien, parce que chaque sourire, chaque visage porte certes une expression, mais qui n'est pas forcément suffisamment représentatif du vécu, de l'expérience de la personne que vous avez en face de vous. Comme quoi, vraiment, respect à toutes les personnes qu'on rencontre, sympathie oblige, parce que vraiment on est humain avant tout. Et lorsqu'on rentrera dans la vie de quelqu'un comme Landry Feutkamp, on comprendra certainement pourquoi je dis cela. Bonjour à tous et bienvenue pour cette autre édition de J'ai vaincu, voici mon histoire. Et aujourd'hui nous vous présentons l'histoire de Landry Feutkamp. Bonjour. Bonjour Linda. Ça va bien? Je vais super bien, je rends grâce pour la nouvelle année et déjà très bonne année à toi aussi. Merci. Et bonne année à tous ces internautes, tous ces téléspectateurs qui nous regardent et je pense qu'on fera une très belle émission. D'accord. Je vous ai quand même dit que j'ai eu le plaisir de le rencontrer d'abord sur les réseaux sociaux. J'ai suivi le nom de la personne, j'ai suivi le profil de la personne, les publications, et puis le livre, et puis 2-3 événements en affiche et j'ai dit waouh, faudrait bien qu'un jour on se rencontre. Je disais juste comme ça, jusqu'à ce que par hasard on se retrouve dans les mêmes plateformes et qu'on finisse par être en contact. Et je vous rassure, c'est une bonne personne assez profonde. Je vous propose plutôt... Tu sais qu'on a beaucoup coutumé de dire que ce que tu cherches, te cherche. Parce Ah. qu'en réalité aussi, toi je te suivais pas mal avec tes vidéos et autres qui vraiment enrichissaient, qui construisaient l'humain. Et puis je pense que c'est de là, parce que avec, on peut dire quoi, les centres d'intérêt, strictement un peu, voilà. Donc les choses, les conditions se sont réunies facilement pour que... Et puis je suis entré en contact et voilà, on commence une très belle année en termes de collaboration et autres. Et on peut être content. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes là dans un autre contexte qui est l'histoire, mon histoire. Voilà. Et je vais avouer que c'est pas facile. C'est pas facile de parler d'histoire. C'est toujours un exercice qui est extrêmement compliqué. J'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui le font. En général, c'est moi qui ai cette opportunité d'écouter les personnes dans les cadres des coaching et autres. Aujourd'hui, je pense que je vais me prêter à cet exercice. Et qui, ma foi, je pense pourra aider beaucoup de personnes parce que je dis toujours, aussi petite soit-elle l'histoire de quelqu'un, on a quelque chose à retenir à l'intérieur. Et il n'y a pas d'histoire qui, ma foi, n'est pas autorisée à ne pas être racontée. Toutes les histoires doivent être racontées parce que chaque histoire peut construire notre personne. Et voilà pourquoi est-ce qu'on parle d'histoire. Parce que ça ne devrait pas avoir de secrets. Voilà, pas du tout. Ça veut dire qu'on part sur des histoires vécues. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'ai accepté l'invitation, c'est parce que j'ai compris qu'il fallait que je m'ouvre. Il fallait que je m'ouvre à d'autres personnes. Et en même temps, s'ouvrir aussi permet de se libérer. Permet en même temps aussi de ressasser un peu ces histoires vécues et de se dire waouh, on a fait du chemin. Vous l'avez signifié à l'entame de l'émission, ça n'a rien à voir avec un critère âge, critère physique. Tout réside dans l'histoire. Et je pense que cette histoire, on en parlera. D'accord. Je vous propose de découvrir davantage qui est Landry Feutkamp, qui va prendre le soin de se présenter. Mais vraiment, j'aimerais qu'on profondeur. Qui est Landry? Voilà, Landry Feutkamp, c'est 24 années sur Terre. Déjà, je suis né un vendredi en avril. Voilà, vendredi avril, c'était en 26 avril 1996, dans la région de l'Ouest, Bafoussam précisément, où j'ai passé 18 années de ma vie, allant du parcours de la maternelle, orienté dans l'approche éducative catholique. Donc j'ai essentiellement suivi un process d'éducation catholique, donc jusqu'à l'obtention de mon baccalauréat au lycée Thomas d'Aquin de Bafoussam. Donc c'est de là où je m'ouvre au monde universitaire, je m'ouvre au monde de la vie extérieure. Donc je quitte la ville de Bafoussam pour me rendre à Yaoundé. Donc après l'obtention d'un concours à l'ESTIP, l'École supérieure des sciences et techniques de l'information. Donc je suis là pour l'option publicité. Donc j'ai parcouru 3 années de Rio en termes de communication, qui était toujours une de mes plus belles passions, hein, parce qu'il faudrait dire que je partageais 300 d'intérêt.
si à l'Ouest, vous êtes un jeune qui n'avait pas une orientation active, c'est-à-dire qu'en termes d'activité génératrice de revenus, ça c'était l'univers passion. Je faisais beaucoup de commerce aussi. Voilà, donc d'où ça. Et la publicité, voilà. La publicité naît du fait qu'en allant un jour, j'allais participer à une compétition de football organisée par une société camerounaise, une société brassicole en fait. Et une fois là-bas, j'avais vu le dessin d'un jeune sur l'affiche. J'ai demandé qui fait ça. Et puis le directeur m'a préparé que c'est le département de publicité. Puis je me suis dit, waouh, je pense qu'il faudrait qu'un jour aussi. J'y sois. Voilà. Et c'est comme ça l'orientation professionnelle que j'ai eu à prendre. Bon, chemin faisant, mes 3 années passées où je concilie, entre autres, la passion liée aux médias, toujours aussi l'enfance. Je fais un parcours dans quelques chaînes de radio de la ville de Yaoundé. Et jusqu'en 2017. Donc on va dire qu'entre 2016 et 2017, il y avait cette recherche en termes d'identité personnelle. Il y avait déjà, je vais dire quoi, un mélange d'identité. Donc on se retrouvait à être bousculé entre le profil X, le profil Y. Il fallait à un moment donné concilier le profil BAFA afin de véritablement se bâtir une identité. Je pense que c'est là où, c'est véritablement où les choses ont commencé à compliquer parce qu'après on se dit, ok, on est multipotentiel, on a ceci, on a cela. C'est quoi l'orientation qu'on veut se donner pour demain? On a bientôt une licence, qu'est-ce qu'on fera? Et la chance étant quelqu'un d'assez brillant, on a des propositions qui fugent, on a des propositions en milieu professionnel, on a l'ambition de vie personnelle parce qu'on a déjà décidé de se dire voilà la carrière qu'on souhaite se donner. Et il a fallu faire un choix. Et je pense que je suis aujourd'hui dans la ville de Douala. Ça a été un autre cap en fait. Donc chacune de ma vie s'est créée avec, disons, des villes, des régions, autres. Et c'est l'un des éléments qui a constitué pour moi une véritable approche. Donc mon histoire est extrêmement liée aussi à la géographie parce que chaque ville a eu un parcours. Donc Bafoussam c'était la transition, voilà la base. Yaoundé c'était le cap du maintien, c'est-à-dire qu'en termes de définition de l'avenir académique, de l'avenir professionnel. Et Douala s'écrit une histoire en termes de réalisation de la vie professionnelle. Et je pense que c'est un élément sur lequel je me suis déjà beaucoup habitué. Maintenant, la personne sur le plan des éléments intrinsèques. Je suis quelqu'un de... Je peux dire que la première chose qui me caractérise, c'est les résultats. Je suis extrêmement orienté résultats. Et d'où mon quotidien, c'est les indicateurs de performance. Et de là, par rapport à toutes les casquettes que je possède, je me suis défini des indicateurs de performance. Est-ce qu'on peut citer ces casquettes-là? Oui, on va arriver. Pour arriver à là, je parlerai de mes passions aussi déjà. Parce qu'il faudrait dire, je suis passionné des sports de combat, sport de lutte. Mais je ne suis pas un bagarreur. Voilà. Donc, j'ai eu à pratiquer le Kung Fu Wing Chun. Donc, voilà. Donc, c'est un petit bleu avant d'arrêter. Mais ça reste l'une de mes plus belles passions. Suivi de la natation, qui aujourd'hui est mon sport d'élite. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Je ne passe pas 3 dimanches sur 4 que je suis pas à la piscine. C'est une très grosse passion. En dehors de ça, maintenant, il y a des exercices, des passions liées à des exercices cognitifs tels que la lecture, à regarder des vidéos à contenu croissant comme j'ai vécu et autres là. Donc il y a tellement d'éléments sur ces paramètres. Donc aujourd'hui je vais me définir professionnellement parlant. Ça va peut-être un peu étonner beaucoup de personnes parce que je fais partie des gens qui se disent que l'homme est divergent. C'est-à-dire que l'homme est divergent et l'homme est sur plusieurs dimensions. Donc je ne partage pas vraiment généralement la vie sur l'unidimensionnalité de l'homme. Comme quoi il faut se concentrer sur une seule chose à la fois pour être efficace. C'est pour ça que je dis souvent, c'est lui qui avait dit on ne poursuit pas plusieurs lèvres à la fois, avait oublié de mentionner le contexte dans lequel il évoquait son insertion parce que nous sommes dans une salle. Imaginons qu'il y a 13 lièvres dans cette salle et qu'on vous dit ok, vous allez arrêter les lièvres. Vous avez la possibilité de bloquer 4 lièvres sur un coin de vue.
il est fort probable que vous mettez la main sur ces 4 au même moment. Mais si on vous met dans un stade de football, on lance, voilà, dans le champ, on lance ces lièvres, on vous dit poursuivre. D'abord, déjà que l'espace ne garantirait pas, par exemple, de suivre 2 ou 3 lièvres à la fois. C'est obligé de vous concentrer sur un lièvre. Et c'est sur ce paradigme-là que je construis ma vie. C'est de me dire, alors, comment est-ce que je fais pour cadrer? Comment est-ce que je fais pour recenser tous ces éléments dans une seule case? Et donc, je suis parti de là pour définir un profil qui, aujourd'hui, fait intégrer tous les autres de mes profils. Donc, dans le premier profil, c'est auteur. Donc, je suis auteur de 3 ouvrages. Le premier qui est Changer, tout changera, qui est paru en 2018. C'est un livre qui... c'est un essai autobiographique qui parle de mon process de changement personnel parce qu'entre 2014... 2018, c'est en première année à l'université? Non, c'est ma sortie à l'université parce que je suis entré à l'université en 2014 pour sortir en 2017. D'accord. Donc c'est de là, parce que ce livre, c'est véritablement ma transition. Et dans ce profil qui est auteur, il y a le profil du formateur. Je voudrais dire que, bien que étant jeune, j'ai eu la chance d'intégrer une multinationale après la sortie de l'université, qui véritablement on a travaillé sur pas mal de projets avec des grosses compagnies en termes de formation. Et l'aptitude en a donné que j'ai eu ce pouvoir aujourd'hui de pouvoir continuer à transmettre les formations. Et là, c'est dans quel domaine? C'est le développement du capital humain, oui, très rapproché de la ressource humaine. Et associé à ça, il y a le conférencier. Voilà, parce qu'on est en combat depuis 2016, qui est celui de l'éducation et de l'orientation. Donc on s'est dirigé dans ce sens à accompagner d'autres jeunes, accompagner toute personne désirant changer à travers des comportements. Donc on est conférencier, on donne pas mal de conférences aujourd'hui, des universités, des écoles. Voilà. Et il y a la vie aussi en tant qu'entrepreneur. Donc avec un associé, on a fondé Easy Delivery, qui est une compagnie de logistique et de livraison urbaine. Donc qui a 2 ans aujourd'hui, qui fait son chemin. On a quand même pas mal un parcours hein, avec des entreprises qui ont fait faillite et autres. Beaucoup diront avec la prochaine cliente. Voilà, donc il y a ça, il y a plusieurs. On ne va pas citer apporteurs d'affaires et autres. Il y en a beaucoup qui viennent. D'accord. On va faire un petit résumé. Nanoufeka est auteur, 3 ouvrages, formateur en développement humain, conférencier spécialisé dans l'éducation, les questions de changement des personnes qui souhaitent changer de cap, exactement, et entrepreneur. Avec une entreprise actuelle et également apporteur d'affaires. Ça veut dire que toutes les affaires susceptibles d'attirer l'attention et l'intérêt, c'est possible que tu les vends. D'accord. Mais on retient aussi que la Nanoufeka n'a que 24 ans et on aimerait savoir comment, avec tout ce parcours, avec toutes ces casquettes, comment est-ce que, enfin moi je suis un peu perplexe, comment est-ce que à 24 ans, j'ai oublié former en publicité? Diplômé de publicité de l'école de l'ESTIC. Voilà. Donc, à ce jeune âge, comment est-ce que ça a commencé? Déjà écrit le livre Change et tout changera. Ça veut dire que j'étais à quel âge déjà? J'ai commencé à écrire l'ouvrage en 2014, en mon entrée à l'université. Donc ça m'a pris 2 ans de rédaction. Et puis s'ensuit un break aussi, donc c'est pour ça qu'on a publié en 2018 lorsqu'on a compris que c'était la nécessité de le diffuser. On a publié, donc je devais sensiblement avoir entre 18 ans lorsque j'ai commencé à rédiger parce que l'ouvrage était publié lorsque j'avais 21 ans. On va voir dans 21, 22. D'accord. Et je vous promets que si vous avez ce livre entre les mains, vous verrez que ce n'est pas juste écrire des mots, mais c'est vraiment amener quelqu'un au changement. Comment ça commence? Qu'est-ce qui inspire un jeune garçon de Bafoussam à écrire un livre comme ça, à se lancer dans la vie active? Est-ce que ce n'était pas avec des craintes? C'était quoi le moteur? Qu'est-ce qui carburait toute l'énergie? J'aimerais vraiment savoir. Ça commence où? Ça commence quand? Et comment est-ce que tu réussis à asseoir tout ça? Parce qu'aujourd'hui, s'asseoir posément et dire je suis ci, je suis ça, exercer, former. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui te reconnaissent. J'ai l'occasion de rencontrer d'ailleurs une de tes coachées qui a été panéliste à l'un de mes événements. Et vraiment,
Comment est-ce que tu réussis à faire tout ça? Ça a commencé quand? Il y a un célèbre auteur, peut-être le nom m'échappe, qui disait nous sommes tous dans le caniveau, mais certains décident de regarder les étoiles. Et je pense que je n'ai pas été très loin de cette citation. Je suis né dans une famille, on va le dire, où l'étape de ma famille, c'était le cap où il n'y avait peut-être pas de repère en termes de vie. C'est-à-dire que la plupart des personnes que tu voyais, tu côtoies, ont des vies extrêmement ordinaires. Je pèse les mots, extrêmement ordinaires. Et il y avait cette frustration parce que j'ai eu l'opportunité de fréquenter dans un établissement scolaire qui réunissait vraiment toutes les classes sociales, allant des nantis, vraiment à la classe bourgeoise. Le collège Saint-Thomas. Saint-Thomas. Et je pense que c'est de là que naissent véritablement les frustrations que j'ai connues de ma vie. Parce que l'une des grâces que j'ai eues, c'était le sacrifice des parents. Pouvoir m'inscrire dans cet établissement scolaire qui était le plus cher de la ville. Mais aussi, l'une des choses qui m'a marqué là-bas, c'était cette divergence en termes de vie. Ouais. Et c'est de là que naissent toutes mes frustrations. Je le raconte dans l'ouvrage, parce que c'est là-bas que je me suis dit, waouh. On parle de frustration. Est-ce qu'on peut mettre des mots sur ces frustrations? Frustration financière. Premier des choses. Vous savez, quand on est jeune, on est facilement influencé par Est-ce que c'était une question physique, accoutrement, chaussures, oui, tout ça c'était des conséquences, mais la base primaire de cette frustration, c'était une frustration financière. Parce que c'est de là que partaient toutes les conséquences dont vous avez évoquées, vêtements et autres. Bon, en ce moment, sur l'impulsion de la vie personnelle, on n'arrive pas encore à distinguer véritablement, on est poussé par l'influence. Parce que vous avez par exemple, il y a des activités extrascolaires qui sont organisées à 40 000, des excursions, et puis vous ne pouvez pas participer. Pourtant intéressé. Pourtant intéressé. Et vous voyez à côté des personnes très faciles, donc les parents financiers et autres, vous avez mal intérieurement. Intérieurement, vous avez mal, vous vous dites, waouh, pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi est-ce que ça va se passer comme ça? Et de là, on se sent mal. On se sent véritablement mal. Tu dois manger, par exemple, 100 francs. À côté, tu as quelqu'un parce que, je ne sais pas si c'est l'école qui avait pris des prédispositions, même les cantines étaient assez séparées. Il y avait la cantine où on mangeait déjà à partir de 500 000 francs. Tout était beau, tout était classe. On rêvait tous de traverser de l'autre côté. Mais là, on avait la réalité en face des beignets jaunes avec du sucre et du tampico. Donc, c'était ça la réalité en fait à midi. Et après, on s'est dit, mais pourquoi? Et la douleur persiste. La douleur persiste. À côté, tu as des amis qui ont des revenus en termes d'argent de beignets conséquents et tout. Toi, tu dois te débrouiller, prendre le taxi pour aller, mais en rentrant, il faudrait marcher. Et c'était pas une petite distance. C'était pas une petite distance. Et tous ces éléments ayant construit cette frustration, la chance en est donnée que je suis arrivé en terminale. Parce que je pense que c'est de là que tout est parti. Où, pendant un cours de philosophie, j'ai eu une citation qui a vraiment tout changé. Je pense dont je suis. Je pense que tout est parti de là. Et je me suis dit, ça veut dire qu'en réalité, je m'étais condamné personnellement à des agirs, à des comportements, à des avoirs dont j'étais le seul responsable. Nul n'était responsable de la façon dont je me comportais et tout dans l'ouvrage. Il m'arrivait des fois à s'inventer une vie. Par exemple, on avait souvent ce qu'on appelait les châtés. On va organiser un château et puis il faut cotiser. Et tout. On est obligé, par exemple, d'aller faire X choses pour gagner de l'argent. Or, conventionnellement, c'est pas ce qu'on devait normalement faire. Mais de là, en classe de terminale, on s'est dit, est-ce que c'est l'orientation qu'on voudrait donner à sa vie? Oui, tu es comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce que tu voudrais demain? Tu n'as pas la chance. Oui, tu n'as pas la chance de te donner. Il faudrait noter que
à côté de ça, il y avait une belle personne. C'était toujours l'unique chose que j'ai toujours reconnue en moi. C'est qu'en dépit de tout ça, j'étais prédestiné à être une bonne personne parce que déjà, avec tout ce cercle, je n'étais véritablement pas influencé sur le plan comportemental. C'est-à-dire que j'étais celui qui était assidu, toujours. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... Premier de la classe? Non, pas premier de la classe. Okay. C'est-à-dire que lorsque je parle d'assidu, c'est au niveau comportemental. Tu vois, il n'y avait pas. Je n'étais pas quelqu'un qui bagarrait, je ne créais pas des ennuis. Pas d'école. Voilà, pas du tout. Donc, ça, c'était l'âme qui était en moi. Et c'est ce côté qui manquait à se manifester. Parce que, en général, pour masquer ça, j'étais celui qui a beaucoup fait rire à l'école. Vous savez, il y a toujours quelqu'un en classe qui fait rire et autres. Tous ces éléments, en fait, c'était en quelque sorte pour exister d'une autre façon. Vous voyez, donc, il y avait la belle personne en moi. Et lorsque je me suis dit, bon, c'est le moment pour moi de me libérer. Là, on est en dernière année du terminal. Et c'est où je me dis, voilà, tu as l'occasion de quitter la ville de Bafoussam. Mais il faudrait que tu te construises de la belle manière que possible. C'est quoi le souvenir le plus douloureux? C'est quand on parle de frustration, on parle de douleur. Quel est le souvenir le plus douloureux de cette première partie de ta vie au lycée, au collège? Je veux dire quoi? Les souvenirs les plus douloureux sont plus des choses que je n'ai pas pu faire. Ok, dans les regrets. Oui. Et il y a certaines incapacités. Surtout ça, parce que pour la petite histoire, il y a mon premier ouvrage en réalité devait être un roman. Et à cette époque, en classe de seconde, j'écrivais dans un cahier de 288 pages. J'avais fini l'écriture. Et j'étais allé à l'archidiocèse. Et qu'il y avait une maison d'édition qui appartenait à une congrégation catholique. Et puis le cours de l'édition dont on m'avait parlé, c'est-à-dire qu'on me donnait encore simplement les détails de ce qu'il fallait. Quand je suis sorti, je me suis dit, si tu n'as pas 15 000 francs CFA pour faire quelque chose, est-ce que c'est 300 000 qu'on va te donner? Et là, j'ai perdu le cahier. Donc je perds mon premier roman. Et en ce moment, écrit dans un cahier, c'est pas comme un ordinateur où vous pouvez rattraper des... Je m'étais tellement senti mal que je m'étais dit, je ne vais plus jamais écrire. Je ne vais plus jamais écrire. Et dans ce livre-là, je parlais de l'histoire d'un jeune qui voulait se donner de la voix, en fait. Je me dessinais le super-héros que j'avais envie d'être. Et je pense que si j'ai pas eu à éditer ce livre aujourd'hui, je peux comprendre que j'aurais simplement manifesté de façon littéraire la vie dont je souhaiterais avoir. Mais la peine de ce livre était pour me dire que make the action. Fais l'action, passe à l'action pour l'écrire différemment. Tu vas l'écrire par les réalisations. Et je pense que c'est à partir de là que le livre s'exprime tout seul. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est l'une des grosses fiertés. C'est l'une des grosses fiertés. Donc, le chapitre qui s'ouvre à Yaoundé en 2014, avec le début des années universitaires. Et le déclic là-bas aussi, c'est de se dire, ok, on est là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que dans 5 ans, on voudra encore dire que je manque 100 francs pour X? Est-ce que demain, tu aimerais avoir le même discours venant de tes enfants? On se dit, ok, il faut se créer un chemin. Et c'est là où je me suis assis, j'ai dit, ok, qu'est-ce qui te caractérise? Qu'est-ce qui te manque? C'est-à-dire, j'ai fait un travail sur soi. Je me suis étudié, je me suis dit, voilà, toutes les aptitudes que tu disposes depuis tout jeune, on t'apprécie pour X, on t'apprécie pour... Est-ce que tu ne peux pas te bâtir à partir de là? Et je décide donc de m'ouvrir. Je décide de dire, ok, le premier travail, le premier combat était de dire, je voudrais aider plusieurs jeunes à ne pas tomber dans ce que je suis tombé. Parce que si j'ai eu la chance de pouvoir m'en sortir, parce que certaines personnes s'érigent en général du côté obscur. Oui, on sait ce qui se passe. Donc l'influence en général pouvait me conduire sur un côté. C'est pour ça que je dis, peut-être la bonne personne que j'étais intérieurement à moi a permis que ce soit plus ça qui domine. Voilà. Donc j'ai dit, il faudrait que je commence à dire à beaucoup de jeunes, vous ne pouvez pas. Et comme on le dit, vous souffrez en général beaucoup plus des solutions que vous allez apporter aux autres. J'étais victime. Et j'ai commencé donc à prêcher à travers une association que j'avais créée qui s'appelait Association des jeunes compétents optimistes.
C'était pour prôner, nous dire aux jeunes que vous aussi, vous pouvez arriver. Et là, c'est à Yaoundé déjà? Oui, là on arrive à Yaoundé. Étudiant. On est en 2015, donc on bouillonne encore sur le projet de sensibilisation. On les essaie déjà dans les sensibilisations dans les établissements scolaires et autres. Et de là, véritablement le déclic vient d'accompagner d'autres jeunes. Et là. Donc je découvre un autre profil qui est le monde du développement personnel. C'est où je me dis, je me suis connecté. C'est en ce moment que je me suis connecté à moi-même. Je me suis dit, waouh, désormais tu as une ligne qu'il faut suivre. C'est comme ça que je construis un cercle d'influence qui devait me conduire vers ma destinée. Je vois les choses de plus en plus, c'est-à-dire que la visualisation s'ouvrait au fur et à mesure. Donc il y avait ce profil en termes d'homme, d'identité qu'on retrouvait. Petit à petit, on se retrouvait. Et jusqu'à ce que, je vous ai parlé, après l'université, il fallait avoir une prise de décision. J'avais l'orientation de continuer dans le domaine de la publicité. Je pouvais continuer dans le domaine des médias. J'avais ce profil qui était de plus en plus dominant, qui était le profil de coaching, qui était le développement du capital humain. Il fallait se décider. Avec des propositions au niveau du Cameroun et en Côte d'Ivoire, donc il fallait faire un choix. Et je pense là, je n'avais jamais ambitionné résider dans Douala. Je pense que mon arrivée à Douala voulait me montrer les raisons réelles pour lesquelles je disais je ne voulais pas rester sur Douala. Donc j'ai eu 2 années sombres, on va le dire comme ça, sombres sur Douala. Donc on va en parler. Et de là, j'ai choisi le profil de continuer dans le domaine du développement du capital humain. C'est comme ça que j'ai intégré une multinationale en 2018, janvier 2018. En parallèle, avec la vie d'entrepreneur qu'il fallait développer. Parce que je fais la rencontre de celui qui est mon associé aujourd'hui en 2016. Là, je suis étudiant, lui, il est déjà dans le milieu de l'entreprise. Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis Yaoundé. En même temps qu'on est en train de travailler, on lance une start-up qui faisait de la livraison des repas. Donc, nous n'étant pas là pour coordonner, il fallait donc gérer les deux. Le côté formateur, le côté où il y avait des objectifs assez poignants aussi en termes de résultats, parce que pour être coach, il faut vendre le résultat, il y a ça. Donc il faut le résultat soi-même de ses formations et tout. Et puis il y a l'entreprise qu'il faudrait... tout ça avec le souci aussi de ne pas manquer d'argent. Voilà, parfaitement. Parce qu'ici on s'était dit, déjà qu'étant étudiant, j'avais cessé d'être de dépendre des gens financièrement. Je me donnais une certaine liberté. Donc il fallait maintenir ce cap. Il fallait vraiment maintenir ce cap. Et c'est de là, je viens sur Douala uniquement avec une valise parce que l'entreprise nous logeait. J'étais logé dans des appartements, bref, tout était de luxe. Et pour être vraiment bien psychologiquement. Et c'est comme ça que après on n'arrive plus à gérer les deux. On a les obligations de résultats en cabinet. Il faut suivre l'activité qui, plutôt au lieu de croître, décroît. Voilà, donc il fallait, ça se ressentait. Parce qu'il y a des moments où on sortait, j'allais peut-être faire 2 ou 3 heures là-bas, donc ça n'allait plus. Il fallait choisir. Et c'est comme ça que 6 mois après, celui qui était venu à Douala avec seulement la valise décide de tout lâcher. Je quitte le cabinet, où on est super bien payé et tout. Donc il y a la famille qui ne comprend pas. Pourquoi est-ce que tu décides de lâcher le tout? Donc il y avait la vie entrepreneuriale qu'il fallait. Et je pense que c'était la transition entre la vie de confort et l'étape de l'exploration de la personne. C'est où il fallait véritablement confirmer toutes ces valeurs. Il fallait véritablement confirmer si est-ce qu'on tenait à la vision, si est-ce qu'on tient à la vision. Et c'est où commence l'aventure entrepreneuriale. Wow. Et je pense que c'est de là où il y a eu véritablement croissance sur ma personne. Jusqu'à là, je pense que je préparais uniquement le terrain. Et je me retrouve, la toute première fois de ma vie, attendu au sol. J'avais dit, je suis arrivé sur Douala uniquement avec ma valise. Oui, bien logé, bien meublé, voilà, cadre chic. Appartement meublé, tout et consort. Puis après,
le peu d'économie qu'on avait, parce qu'il faudrait dire que l'activité étant menacée, c'était des investissements sur investissement. Avec mon associé, on a pris un studio non meublé, il fallait recommencer à acheter tout, parce que les éléments, nos effets d'étudiants, on avait déjà partagé, parce qu'on savait que, ok, on est dans un autre cap, voilà. Donc, on a passé des prémis mis au sol, on dormait sur du plastique qu'on avait mis au sol. Et pas de drap, pas de matelas, parce que le seul argent qu'on avait nous a permis de payer le loyer sur 8 mois. Et là, c'était terrible. Attendez, je veux bien comprendre. Vous avez un appartement, un studio. Un studio. Vide. Vide. Tout propre. Propre. Mais il n'y a pas de meubles. Pas de chaises. Ça nous a pas pris, de drap. Ça nous a pris un pas mois. de nattes. Ça nous a pris un mois pour commencer à aménager. Et là c'est une histoire qu'il fallait garder en soi. La famille ne va pas connaître. On était obligé de vivre ça parce qu'on s'est dit, ok. Mais qu'est-ce qui vous motivait en ce moment? Je pense que c'est la quête à la réalisation personnelle, parce que nous qui venons de Yaoundé, parce qu'il faudrait notifier que nous deux on venait de Yaoundé, on s'était dit peut-être que si on ne le fait pas comme ça, l'étape c'est de rentrer. D'accord. C'était de rentrer, pourtant la ville d'expression c'était ici. Et c'est de là que j'ai vu que j'étais quelqu'un qui ne mangeait pas dehors. Je n'ai pas cette culture, maman a un restaurant, dans la ville d'Orsay, mais c'est que en réalité je mangeais toujours à la maison. Je me suis retrouvé à manger dehors. Et manger quoi? Parce que là on vivait maintenant à moins de 300 francs CFA. Par jour. Par jour. Ça on est en 2018. Pour vous deux ou bien chacun? Nous deux. On n'a plus de retour, on n'a plus d'entrée financière, on n'a plus rien. On est en 2018. Et c'est comme ça, le quotidien, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous mangez? Moi, je beignets haricots. Parfois, on était obligé de faire du crédit au-dessus pour aller un peu en termes pour un peu plus. Voilà. Par jour, ça veut dire un repas par jour. En général, c'était ça. Donc, si vous avez mangé les beignets le matin, c'est bon. C'est bon. On mange le soir, c'était plus la même personne qui vendait. On n'avait pas d'affinité avec la dame qui vendait. Il fallait. Et puis, je me disais, mais est-ce que tes parents sont quoi? Tu vis ça, pourtant tu as des parents, c'était une année sombre. C'est vrai que j'avais ma fiancée aujourd'hui qui me soutenait beaucoup, parce que il faut dire que si c'était pas elle, c'est que psychologiquement, j'avais quand même l'impression d'être en connexion avec des gens encore. Parce que même avec la famille, c'était la distance. Il fallait cacher. Il fallait pas montrer que, voilà, c'est parce que je connais ma mère, elle devait te dire rentre. Nous sommes encore vivants, il n'y a pas de souci et tout. Mais on gardait. Il arrivait des fois que, ça c'est quelque chose qui, la toute première fois, c'est vrai que ça s'est fait généralement au quartier, il arrivait des fois qu'il y a un événement. Et quand on se dit, ok, à l'événement, il peut peut-être avoir à manger, on sortait. On allait à l'événement. Sans connaître. La concentration, c'était le 11e point. Il fallait se dire, ok, il faut manger quelque chose. Et tout. C'était difficile. Extrêmement difficile. Mais il fallait arriver. Donc, après cette phase de trop, c'est l'une des étapes les plus troublantes que j'ai vécues. Il fallait marcher. La chance, c'est qu'on était peut-être au centre-ville parce qu'on était à Bali. Donc, les distances n'étaient pas très longues. Mais ça n'empêchait pas. On participait à des formations. On essayait de relever le cap. Et il y a eu l'arrêt des activités avec la structure parce que nous ne pouvions plus tenir. On avait déjà des crédits, c'est au niveau de la famille. Voilà. L'une des raisons pour lesquelles je demandais plus d'argent aussi, c'est parce que j'avais bloqué toutes les sources. 50 000 là-bas. Je me rappelle, la mère envoyait l'argent de ses impôts. Je te remets dans 3 jours, chose qui n'avait pas pu être. Le cas, voilà. Donc on était obligé de supporter. Et c'est donc comme ça qu'on s'est dit, est-ce qu'on va décider de continuer à rester dans cette phase? Donc avec l'approche en termes de développement personnel qu'on avait, c'est comme ça qu'on s'est dit, il faut se réveiller. Et on prend ce soir de relancer des choses. Et pendant la période d'arrêt des activités, on avait laissé notre matériel de cuisine acheté à pratiquement 800 à 700 000 chez une de nos associées à l'époque sur notre activité. Disparu. Elle nous a
tout dérober. Ok. On se retrouve, les bouteilles à gaz collectées à gauche, les mamies achetées, on n'a plus rien. Voilà pour l'une des raisons pour lesquelles on n'avait rien dans notre local, dans notre... Pas de cuisine, oui, pas de tout, pas de plaque à gaz. On a vécu pratiquement 9 mois sans plaque à gaz, tout 2018. Sensiblement sans plaque à gaz, on ne cuisinait pas à la maison, rien. C'était vraiment difficile. Donc c'est comme ça qu'en 2019, on décide de redessiner les choses, de s'ouvrir à nouveau, prendre un nouveau départ. Et c'est où je dis, ok, il faut mettre de nouveau, comme on dit. Il faut se redessiner. C'était quoi la raison pour laquelle on a voulu se battre? Et c'est de là qu'on décide de vraiment prendre en main, parce que toutes ces étapes ont permis de forger une nouvelle personne. Qui, ça permet d'évaluer exactement les valeurs dont on défendait, le combat dont on voulait mener. Et de là, je décide de revenir avec la publication de mon ouvrage, Changer tout changera. Et en ce moment, en publiant l'ouvrage, c'est parce que je me dis, il y a certainement des personnes qui vivent plus que ce que je vis. Il y a des personnes certainement qui vont vouloir s'engager dans le chemin dans lequel je tombe dans le montagne. Mais avant d'aller, il faudrait que vous compreniez qu'il y a certaines prédispositions à prendre. C'est des choses peut-être que je n'ai pas eu à prendre très tôt. Il y a l'environnement qui va compter. Pas tant des associés qui te font des cours, mais c'est là, il y a plein de dispositions qu'il faudrait prendre. Et c'est sur ce que nous avons misé. Aujourd'hui, le chemin il est long. Je pense que l'édifice chaque jour, mais la phase de décision, la phase de régénération s'est faite en 2018. D'accord. Aussi douloureuse que telle, mais aujourd'hui on peut se dire qu'on est fier du chemin qu'on suit, la personne qu'on devient et les actions qu'on pose au quotidien. D'accord. Il y a des personnes qui passent par des moments assez troubles. Troubles pourquoi? Parce que les hommes, de manière générale, si j'en prends ma petite expérience de l'écoute, les hommes de manière générale n'aiment pas cet état d'inconfort. À un certain âge, on a beaucoup de mal à retourner vers les parents. À un certain âge, on mise plus sur soi. On peut peut-être s'accrocher à un grand frère, à un ami qui se bat déjà pour essayer d'avoir sa propre expérience et les compétences pour se battre. Mais il y en a qui triment, mais vraiment trimés. Il y a des gens qui travaillent, qui essaient de se frayer un chemin comme ça depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. J'ai des camarades de classe avec qui on a eu le bac en 2010. Donc ça veut dire quoi? Licencié en 2013, 14, ouais. Avec mais jusqu'aujourd'hui, 6 ans plus tard, n'ont pas de situation stable. Ce sont des personnes qui cherchent encore un emploi, ce sont des personnes qui cherchent encore à s'asseoir quelque part et à chercher une stabilité. Et il y a cet orgueil ou bien cet ego aussi qui voudrait qu'à un âge, un homme soit assis avec un revenu confortable, avec une famille qu'il est en train de bâtir et transmettre aussi ce qu'il a reçu. À ce genre de personnes, qu'est-ce que tu peux dire? Parce qu'il faut dire que dans ton cas, avant d'arriver à cette phase, tu avais décidé de penser ce que tu veux. Je pense dont je suis. Ça veut dire que tel tu pensais être ce Landry-là qui ne manquera jamais quelque chose qui va se battre. La raison pour laquelle tu as embrassé plusieurs secteurs. Tu es le Landry aujourd'hui qui a beaucoup d'activités et qui s'est dit, peu importe, même s'il faut dormir sur le sol, je dormirai sur le sol. Mais il ne faut pas que ça dure longtemps. Il faudrait que je puisse me relever. À ces gens-là qui manquent un peu de repères quand même et qui, malgré cet angle de repères qu'ils trouvent, n'arrivent pas à décoller, qu'est-ce que tu peux leur dire? Il y a la question de pression sociale que vivent beaucoup de personnes parce que c'est là. Qu'on le dise d'une manière ou d'une autre, il y a la pression sociale. Il y a des paradigmes liés à la vie sociale en tant qu'homme, avec un H. Et je pense que le chemin de la construction et l'accomplissement de soi n'a rien de facile. Ça n'a vraiment rien de facile. Et les paramètres du normalement qui manquent à beaucoup, comme je le dis, moi j'ai peut-être la chance que sur des bases, sur des éléments que j'avais, pour revenir, pour me refixer, c'était des éléments, des ressources internes. Et je pense que les éléments extérieurs n'influenceront certainement pas la vision que vous avez. Ça influence d'une certaine façon. Mais les ressources clés intérieures, en fait, restent des ressources les plus importantes. Parce que on peut être dans une activité. L'activité ne gênait pas.
c'est-à-dire que ça ne nous gênait pas. Mais en tant qu'individu, qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on se pose comme question? Est-ce qu'on continue à foncer, on se réinvente? Pour se réinventer, il faut des ressources, il faut des clés. Il y a l'environnement dont vous avez évoqué aussi. Donc, il y a un des éléments que moi je peux dire, c'est qu'il faut toujours se réinventer à chaque fois. Et c'est pour ça que j'utilise évidemment ce que j'appelle le plan de croissance sur 90 jours. C'est-à-dire que lorsque vous passez un cap de 90 jours et que vous vous rendez compte que vous êtes la même personne, vous avez les mêmes attitudes sur le même timing de 90 jours pour vous poser des questions. Donc c'est censé se renouveler, censé se donner des orientations, mais pour pas des ressources intérieures. Et vraiment en limitant tous les blocages extérieurs. Parce que ça aurait été suicidaire si, à un moment donné, je n'avais pas essayé. C'est-à-dire que même si j'avais essayé de tout fermer sur moi, je pense que ça aurait été extrêmement suicidaire. Bien que vivant ça, mais j'essayais d'ouvrir les horizons en termes de solutions, peut-être même pas avec des personnes au niveau du Cameroun. Je racontais mon histoire des personnes qui me disaient, oh tiens, voilà l'orientation. À ce moment, j'avais un mentor qui était ivoirien, on en discutait beaucoup, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas faire. Sur mon profil d'auteur, je dis, mais attends, est-ce que les gens vont lire, est-ce qu'ils vont? Il m'a dit, ouais, les doutes en fait. Si ce que tu écris toi-même, tu ne le rends pas crédit, personne ne le rendra crédit. D'accord. Et c'est de là. C'est-à-dire qu'une question, c'est de se réinventer. Se réinventer au quotidien, parce que c'est ça. Il y a vraiment pas, lorsqu'on ne voit pas les résultats, c'est-à-dire que c'est pour ça que beaucoup de gens confondent la persévérance passive et la persévérance active. En fait, dans une persévérance qui est passive, c'est celle où on est là en terre en se disant que les résultats suivent. Il faudrait dans la persévérance active. C'est-à-dire que celle dont on fait, on voit les résultats au fur et à mesure aussi. D'où Landry Feka nous a dit dès le départ, je suis une personne axée sur les résultats. Donc, de manière simple, hein, s'il faut le dire, si vous êtes quelqu'un qui est dans une période d'impasse, si vous cherchez des repères, je crois que le plus important, c'est de savoir qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. Il faut s'ouvrir au monde, il faut accepter d'avoir quelqu'un qui nous accompagne, qui nous donne des conseils. Et il faut aussi et surtout ne pas compter sur les autres pour avancer. Mais regardez en soi. Les ressources internes. Oui. Ça peut partir d'une passion. Ça peut partir d'une aptitude, ça peut partir d'un caractère. Oui, mais regardez en soi pour avancer. Parce qu'après, il y en a qui disent on ne m'a pas aidé, on n'a pas fait ci pour moi, on n'a pas fait ci pour moi. On a toutes des ressources intérieures. Donc, comme quoi vous êtes riche, parfois faire 5 ans au même endroit, tu as parlé de 90 jours tout à l'heure, mais il y en a qui font des années au même endroit. C'est juste qu'à un moment, on n'a pas regardé en soi pour savoir ce qu'on porte et voir comment est-ce qu'on peut l'extérioriser et avancer, aller d'un cap après l'autre. D'accord. Donc j'espère que ça pourra aider des personnes. Moi j'insiste surtout sur les hommes parce que de nature les hommes intériorisent. Il y en a qui ne parlent pas, qui ne s'expriment pas. Les femmes vont peut-être crier. Je pense que c'est le piège de la casquette de guerrier qu'on a donnée à l'homme. À un moment donné, il faudrait... Les leaders pleurent en fait, il faudrait comprendre ça. Même les leaders pleurent. Donc à un moment donné, il faudrait baisser la tête, pleurer. Et en pleurant, quand je dis pleurer, c'est vraiment intérioriser, se dire waouh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis en train d'aller? Parce que c'est ça, on a eu l'habitude de toujours caricaturer, non, on n'abandonne pas. Oui, on ne pleure pas. On ne pleure pas, c'est dur, ça compte. Mais non, à un moment donné, il faut pleurer. C'est important, il faut pleurer. Mais ces larmes doivent être. C'est ces larmes-là qui vont te permettre de glisser pour avancer. C'est pas pleurer pour se nourrir, mais c'est vraiment avoir des mots qui vont te permettre de pouvoir. Et quand quelqu'un dit souvent, c'est quand tu commences à pleurer, à sentir que c'est dur, que justement c'est intéressant, il faut foncer. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, on a un Landry Feka très jeune, très engagé, toujours axé résultats, mais qui accompagne beaucoup de personnes. Donc, je dois dire que si vous avez besoin de vous faire écouter, accompagner par rapport à un objectif de vie, vous pourrez contacter Landry. Un objectif à court, long terme, moyen. Landry Feka est également cofondateur d'une entreprise qui fait la livraison à domicile, les courses assistées à la personne. On se déconvaincre le quotidien des Camerounais, le quotidien des Africains. D'accord, donc si vous êtes entrepreneur, vous avez besoin de personnes pour vous aider à livrer vos produits chez les clients, vous saurez le contacter. Si vous êtes également très occupé, vous avez besoin qu'on fasse une course pour vous. D'accord, entre autres. Et puis il y a des livres qui pourront être intéressants pour vous, pour votre famille, pour vos amis. Pourquoi pas offrir un cadeau à quelqu'un? D'accord. Donc, on va sortir comme ça de cet entretien. Je ne sais pas si j'ai vaincu mon histoire,
peut être retranscrit en d'autres mots par André Fokam en termes de mon histoire, que je viens de moi. J'ai expérimenté telle blessure et aujourd'hui je suis guérie, j'affirme que j'ai vécu. Il faut dire que si on va essayer de survivre en quelque sorte, André Fokam c'est 24 ans sur Terre. Peut-être pas une histoire assez à l'image d'un baobab, mais une histoire vécue, un chemin qui se trace. Donc une synthèse en 3 étapes: les frustrations, la reconstruction et la réalité de soi et la réalité face à soi, l'idéal de la construction voulue et la construction qui est aujourd'hui. Et je pense qu'on est fier du chemin qu'on se fraye. Les choses ne sont pas faciles parce que c'est la première des choses qu'il faudrait retenir. C'est à l'homme de créer les conditions nécessaires pour faciliter son parcours. Je vous avais parlé par exemple tout à l'heure de la zone de confort. L'inconfort, c'est ce qui crée le confort. Donc pour atteindre le confort, il faut assumer l'inconfort. Et l'inconfort sur le quotidien. Maintenant, le mental y est. On est préparé, on est amis, on attend le pays. Merci pour ce moment de partage. Je le disais au début, ce n'est pas facile de raconter son histoire. Parfois, on veut dire un mot, mais on préfère l'alléger parce qu'on ne se sent pas prêt. Forcément, merci vraiment pour être prêté au jeu. Et à vous qui nous suivez, j'ai juste envie de vous inviter, si vous vous sentez victime de frustrations liées au manque ou à un besoin particulier, dites-vous tout simplement que tel que vous êtes, tel que vous pensez, tel vous serez. Si vous décidez aujourd'hui d'aller de l'avant, d'être une personne qui ne manquera de rien, soyez sûr en vous et justement en vous, vous trouverez des capacités et des qualités et tout ce qu'il y a de fort pour vous amener à être au-delà de ces blessures et à être au-delà de ce manquement. Et vous aussi, vous pourrez dire comme André, j'ai vaincu. J'ai vaincu. Et justement raconter votre histoire pour inspirer et accompagner les autres. Merci à vous d'avoir suivi, merci de partager vos avis, de partager cette vidéo et surtout, restez connectés. Au revoir, bon vent pour la suite. Merci. Et j'ai envie de dire à 2021 et à tous ces bons résultats qui t'attendent. Merci, merci. Et à vous, portez-vous très bien. À très vite.